Pas seulement un camouflet, c'est aussi un rejet tout simplement de la loi, des dispositions qu'il prévoyait pour faciliter, permettre la régularisation systématique des personnes en situation clandestine qui travaillaient dans notre pays, mais aussi permettre aux personnes qui sont en demande d'asile de travailler avant l'issue de leur demande et donc d'être dans une situation, en fait, ils pourraient être ensuite, s'ils étaient déboutés de leur droit d'asile et travaillant, dans une situation de régularisation. Vous n'aviez aucune envie de débat. C'est le débat. Mais non, c'est le débat qui a été rejeté. Excusez-moi, là, moi je respecte toutes les opinions, mais on est dans les éléments de langage du gouvernement. On n'a pas refusé. Ah non, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux débats. Il y a deux débats. C'est pas une motion de rejet du débat, c'est une motion de rejet de la loi. Il y a un débat en commission. Il y a, je crois, eu 45 heures de débat en commission. La commission n'est pas... 2600 amendements. Ce n'est pas un sous-moment de débat. 2600 amendements préparés qui devaient être débattus. Écoutez avec attention. Oui. Il faut aussi que ceux qui nous écoutent sachent que la commission, c'est pas un sous-débat. C'est censé être le moment où il y a justement un examen technique. On doit aller sur le fond des choses. Et M. Darmanin a effacé tout ce qu'il considérait comme des avancées de son propre aveu au Sénat, ou en tout cas des compromis au Sénat. Donc il a dit au Sénat qu'il était d'accord avec une version A, il a dit à son aile gauche en commission qu'il est d'accord avec une version B, et devant l'Assemblée nationale, il avait annoncé qu'il voulait encore bien défendre une autre version de sa loi. Donc quand se sont achevés ces travaux de commission? Quand se sont achevés ces travaux de commission? Il y a une semaine, il y a une semaine pleine. Jeudi dernier, il y a eu un vote favorable très large à l'issue des travaux. Oui, alors il y avait un petit problème de présence des députés les Républicains, où il y avait que 2 députés Républicains, un qui a voté pour et une qui a voté contre. D'accord. Donc là, les Républicains se sont un peu ressaisis sur. Mais jeudi dernier, vous n'avez pas eu cette conversation avec Marine Le Pen en y défendant l'idée d'aller jusqu'au débat, avec notamment cet argument: nous serons les seuls à constituer un bloc cohérent sur un sujet que nous. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas l'étalage de cette maîtrise. La perfection. On l'a fait en commission avec nos leaders ça, c'était sur le texte, après, et Yohann Zillet, après la fin des travaux de la commission. Parce qu'il n'y avait pas pour nous, je vais vous dire franchement, il n'y avait pas pour nous de problème à débattre ce texte. Mais on ne connaît pas l'issue du débat. Si c'est comme les retraites, et savoir qu'on est baladé ou qu'il y a un 49.3, on met fin au débat, là. Et là, le gouvernement aurait trouvé toutes les bonnes excuses pour expliquer que c'était formidable. Nous avons une occasion, en tant que parlementaires, d'utiliser le droit parlementaire pour dire nous ne sommes pas d'accord avec cette loi et nous la rejetons. Quitte à s'allier à un parti qui demande mes électeurs ne veulent pas de ce que vous voulez en matière d'immigration. Quitte à vous allier, à allier vos voix, mêler vos voix avec un parti qui demande l'exact contraire de ce que vous prenez en matière d'immigration. C'est-à-dire la régularisation maximale des immigrés, alors que vous prenez une forte réduction de l'immigration. Il faut que le gouvernement arrête de prendre les Français pour des imbéciles. Il n'y a pas une personne. Non, là, ce sont vos électeurs qui peuvent ne pas comprendre. Si, vous inquiétez pas. Moi, je suis en permanence sur le terrain, comme tous les parlementaires, la plupart d'ailleurs. J'ai pas une remontée négative de ce qui s'est passé. Tous les Français savent qu'on n'est pas d'accord avec la NUPES, c'est moins qu'on puisse dire, sur l'immigration. La question, c'est est-ce qu'on utilise le droit du Parlement à rappeler à la Macronie qu'ils sont minoritaires. Ça fait 18 mois que Madame Borne et son gouvernement, M. Macron l'a encore vu ce matin, n'ont jamais tenu compte du fait que les Français les avaient mis en minorité au Parlement. Ils ne font en réalité aucun compromis, ils ne font aucune modification de ce qui avait été prévu. Quitte à vous allier, à allier vos voix, mêler vos voix avec un parti qui demande l'exact contraire de ce que vous prenez en matière d'immigration, c'est-à-dire la régularisation maximale des immigrés, alors que vous prenez une forte réduction de l'immigration. Il faut que le gouvernement arrête de prendre les Français pour des imbéciles. Il n'y a pas une personne. Non, là, ce sont vos électeurs qui peuvent ne pas comprendre. Si, vous inquiétez pas. Moi, je suis en permanence sur le terrain, comme tous les parlementaires, la plupart d'ailleurs. J'ai pas une remontée négative de ce qui s'est passé. Tous les Français savent qu'on n'est pas d'accord avec la NUPES, c'est moins qu'on puisse dire, sur l'immigration. La question, c'est est-ce qu'on utilise le droit du Parlement à rappeler à la Macronie qu'ils sont minoritaires. Ça fait 18 mois que Madame Borne et son gouvernement, M. Macron l'a encore vu ce matin, n'ont jamais tenu compte du fait que les Français les avaient mis en minorité au Parlement. Ils ne font en réalité aucun compromis, ils ne font aucune modification de ce qui avait été prévu. On l'a vu avec les retraites, ils prennent sans cesse le Parlement, non pas en otage, mais ils font par exemple du chantage à la stabilité de nos institutions. Ils usent le Parlement jusqu'à la moelle. Et 61 textes adoptés depuis le début de la législature. Pardon ? 61 textes adoptés depuis le début de la législature. Moi, j'ai voté beaucoup de textes de la majorité. C'est pas des textes qui vont changer l'ordre des choses en France. Ce sont des textes d'ajustement. Philippe Brun, député socialiste, a eu une bonne formule tout à l'heure. Oui, il a dit c'est des petits textes de chefs de bureau de ministère. C'est-à-dire ils ont fait, la Macronie fait le fond de tiroir, des mesures techniques, sauf la réforme des retraites. Et je ne crois pas que ça fait partie des 61 textes qui ont été soutenus par le Parlement, puisque le Parlement a été privé de vote, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, quand c'est si bien que même les Républicains avaient failli faire basculer aussi le gouvernement. Pardon ?
Les lois sur l'environnement, le nucléaire. Moi, je suis nucléaire. Vous savez, la loi sur le nucléaire, je l'ai dit à haute voix, je l'ai votée, je l'ai soutenue, mais je l'ai soutenue malgré le refus du gouvernement de prendre un seul amendement, ni des Républicains importants, ni du Rassemblement national. Et c'est une toute petite loi sur le nucléaire. Ah bon, c'est moins pire que fermer-les. Oui, Monsieur Cohen, on avait le choix entre le programme de Monsieur Macron du précédent mandat, à savoir fermer 14 réacteurs nucléaires et ne plus fermer 14 réacteurs nucléaires. Donc effectivement, quand on me propose de fermer 14 réacteurs nucléaires, je dis non. C'est pas pour ça que je soutiens le programme énergétique de la majorité. Donc je crois vraiment que le Parlement aujourd'hui a rétabli ses droits, a aussi envoyé un signal fort. Le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas dire une chose au Sénat et l'autre à l'Assemblée nationale. Et je pense que tout le monde devrait en fait s'en féliciter. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre du sentiment anti-parlementaire en France et laisser le Parlement se faire maltraiter. Vous ne participez pas à la dégradation de l'image de la politique en France ? Non, la dégradation de l'image politique, c'est cette espèce d'usage systématique du 49.3 où en rigolant et en ricanant, si vous regardez bien les images, quand Madame Borne ne vapote pas, elle ricane de ce qu'elle fait au Parlement et elle parle de débat, de démocratie en piétinant le débat, la démocratie. Donc, est-ce que c'est le débat que vous allez refuser parce que vous auriez pu profiter de cette tribune pour exposer vos débattu. Ça fait 1 an et demi que cette loi est protéiforme, c'est l'Arlésienne. Ça fait 1 an et demi qu'on parle de loi. Elle n'a pas été débattue publiquement au sein de l'hémicycle. La commission est publique. Et vous n'en avez pas débattu vous-même parce que vous n'êtes pas présent au Sénat. Si, on a 3 sénateurs maintenant au Sénat. 3 sénateurs. Si. Nouveaux sénateurs, oui. Oui, mais ils étaient là. On n'a pas beaucoup entendu. Ils étaient là. Ils sont pas dans un groupe, même si au Sénat il y a un peu plus de droits. Mais ne soyez pas de mauvaise foi. Je crois qu'on nous entend sur l'immigration. Je ne crois pas qu'en France, et vous le dites assez, puisque je vous écoute souvent avec attention, on parle beaucoup d'immigration, on connaît nos positions sur l'immigration, et on n'allait pas s'engager sur un chemin qui pouvait nous mener à un 49.3 où on aurait dû subir. Et excusez-moi, je n'avais pas confiance dans les Républicains pour voter la censure du gouvernement, puisque là, ça aurait pu mener à la dissolution. Nous, on le souhaite, mais je crois que les Républicains ne souhaitent pas spécialement retourner devant les électeurs. Jordan Bardella se voit déjà à Matignon ? Non, je ne crois pas que Jordan Bardella se voit. En tout cas, il fait acte de candidature. Alors, si moi j'ai écouté avec attention, il a répondu à une question de votre collègue, votre consoeur, Apolline de Malherbe, mais Marine Le Pen avait annoncé en marge de notre congrès, de notre entrée à Beaucaire, qu'effectivement, Jordan Bardella, chef du parti, et logiquement selon les institutions, serait naturellement le chef de la majorité, si on avait une majorité au Parlement, et donc potentiel Premier ministre. Et par ailleurs, il est très populaire parmi les Français. On voit tous les jours encore aujourd'hui un baromètre IFOP où il gagnait 6 points en un mois. C'est vraiment une chance pour notre famille politique d'avoir un leader jeune, charismatique, que les gens identifient comme le chef de la majorité. Ce serait la solution pour sortir de la crise, une dissolution ? C'est une dissolution. Marine Le Pen avait annoncé les 3 solutions qui s'ouvraient après la crise des retraites. Soit il y avait le référendum. Alors il y a eu un faux suspense entretenu par Monsieur Macron, avec la rencontre de Bercy, sur la possibilité d'un ou plusieurs référendums. Il a enterré lui-même, sans qu'on lui demande rien, ou bien au contraire, cette option du référendum. Deuxième option de la 5e, c'est la dissolution, effectivement. Troisième option, c'est la démission. C'était ce qu'avait mis en place, en théorie et en pratique, le général de Gaulle lors de la crise de mai 68. Et il faut rappeler que le référendum, c'est ce que vous prenez pour l'immigration. Vous prenez un référendum constitutionnel qui permettrait de mettre en œuvre des mesures qui sont aujourd'hui inconstitutionnelles et que, à la fois, le bloc constitutionnel et aussi les règles européennes nous empêchent de prendre. Oui, absolument, mais quel type de mesure ? Nous l'avions annoncé lors de la présidentielle. Marine Le Pen n'a pas caché qu'il fallait. C'est dans le programme. Oui, mais les Républicains, eux, l'avaient caché. Je vous rappelle que M. Larcher s'est opposé à nous au second tour au nom de la défense de la Constitution et du fait qu'il ne voulait pas changer à l'époque, avec beaucoup de Républicains, la Constitution. Ils se sont alignés, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre édito sur l'essentiel, sur nos propositions. La conventionnalité, il y a une supériorité dans la Constitution des conventions, donc des traités internationaux, et en particulier les règles de la CEDH, par exemple celle qui a obligé à les récupérer, si on le fait, ce ressortissant ouzbek, droit respect à certaines visions de la vie familiale, respect d'un certain nombre de droits civils qui fait que la CEDH estime qu'il faut assurer la sécurité de délinquants, de criminels ou de potentiels terroristes sur notre sol au lieu de les renvoyer dans leur pays d'origine. Dans le programme présidentiel de Marine Le Pen, il était écrit que vous ne sortiriez pas que la France ne sortirait pas de la CEDH. Absolument. Le fait de rétablir la Commission européenne des droits. La possibilité, de mettre la supériorité
de la Constitution sur le droit des étrangers, le droit de la nationalité, permet en fait de rétablir la supériorité de la Constitution et des décisions qui en seraient liées en droit national, sans sortir de la CEDH. C'est qu'en dehors du droit de la nationalité et du droit de l'immigration, la CEDH continuera à s'appliquer, par exemple, pour les droits à la défense des justiciables français, en droit civil, en droit pénal, en dehors du droit de la nationalité. Vous savez, la CEDH couvre énormément de sujets, pour pas dire l'ensemble des sujets de notre état de droit. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on aimerait bien que la Commission européenne elle-même, l'Union européenne elle-même, rentre dans la CEDH. Parce que le paradoxe, c'est que nous avons les 27 États membres de l'Union européenne sont membres de la CEDH. La Commission et l'Union européenne ne l'est pas, alors que dans le traité de Lisbonne, elle s'était engagée à l'être, ce qui permettrait d'assurer un certain nombre de droits. Monsieur le député, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que vous pensez qu'en cas de dissolution, vous pourriez avoir une majorité aujourd'hui à l'Assemblée? Parce que là, on voit bien que c'est une majorité de circonstances. Elle n'existe pas, la majorité menée par le RN. Ah ben oui, aujourd'hui nous sommes minoritaires. Les Français l'ont choisi. Ils ont mis en minorité le président de la République et ils n'ont pas donné d'autres majorités alternatives avec un mode de scrutin très difficile. Majoritaire à Parce que je pense que depuis 18 mois, sur la ligne de Marine Le Pen, d'opposition constructive, d'incarnation d'un certain nombre de personnalités qui portent des sujets différents de ce que pouvait porter le Rassemblement national, sur l'économie, sur le droit des femmes, le droit des familles, la santé, nous pensons que les Français nous feront davantage confiance. Bon, il se trouve que je faisais partie des députés à l'époque qui optimiste sur nos résultats aux législatives de 2022. J'avais annoncé 90 députés. Je n'ai pas totalement eu tort. Aujourd'hui, je ne peux pas encore m'avancer sur un chiffre. On n'a pas de sondage. Mais si on avait des sondages, je pense qu'il serait plutôt positif. Notre actualité, Marine Le Pen, son père et la direction du parti des années 2010 seront jugés l'automne prochain à Paris. On l'a appris vendredi dernier. Ils sont soupçonnés d'avoir mis en place entre 2004 et 2016 un système de rémunération par l'Union européenne des assistants d'eurodéputés qui travaillaient en réalité pour le parti. Les juges d'instruction d'ailleurs insistent sur le caractère systémique des détournements qui, au fil des législatures, sont devenus carrément un moyen de financement du parti dans un contexte de difficultés financières. C'est un procès à risque pour votre parti, avec la possibilité d'inéligibilité, notamment pour Marine Le Pen. À quel point redoutez-vous cette échéance? Sincèrement, moi, je ne la redoute pas. Je pense Marine et nos confrères et consoeurs parfaitement innocents, ce qu'il leur aurait reproché, de la même manière que je pense innocent François Bayrou, qui, je peux dire, est passé avant nous, passe avant nous pour les mêmes actions, et que la France insoumise passera après nous. Oui, mais pour les mêmes indications. Moi, je pense, si vous voulez, à l'époque, il faut se mettre dans le contexte. À l'époque, ça peut paraître bizarre à ceux qui nous écoutent puisqu'ils sont rentrés en Macronie avant. Le MoDem est anti-système. À 7 millions d'euros. Oui, sans doute. Le MoDem était un parti anti-système. Il luttait à l'époque contre l'oligarchie. C'est dommage qu'ils oubliaient. Et comme par hasard, les trois partis anti-système, le MoDem pour le centre, la gauche pour les filles pour la gauche. Hasard. Quand on commence une phrase par comme par hasard, c'est Monsieur Schulz à l'époque, leader social-démocrate du Parlement européen, qui avait décidé de lancer cette inquisition contre ceux qui contestaient la politique européenne, soit Monsieur Bayrou par l'éthique par rapport au lobby, soit par nous, par la souveraineté. Donc moi je pense que tout ça est une opération politique. La justice l'établira, c'est ma conviction profonde. Sinon je n'aurais pas rejoint Marine Le Pen après cette affaire. Je la crois innocente et je pense que les principes qui prévalent en France doivent s'appliquer. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes assistant parlementaire que vous devez être privé de vos droits civiques. Voilà, tout ça me semble absolument extravagant. Et par ailleurs, il est quand même temps que la justice en France cesse aussi d'intervenir autant dans les affaires politiques, ou si elle intervient dans les affaires politiques, qu'elle le fasse rapidement. Parce que le fait que les affaires soient expédiées comme M. Fillon, soit traînent pendant des années, comme la procédure qu'a M. Macron devant le parquet national financier pour son implication dans la liquidation d'Alstom et d'un certain nombre de fleurons nationaux, traîne quand même depuis beaucoup trop longtemps. Et donc le fait que c'est comme du poison, vous savez, Philippe Séguin avait une formule, il parlait de la mitridatisation de la société française par la justice, c'est-à-dire que le fait que la justice fasse durer pendant des années des procès, au lieu de régler, de dire si les personnes sont innocentes ou coupables dans un temps raisonnable, empoisonne la vie politique et permet à nos opposants, à quelques mois des élections européennes, de semer de la confusion. Ça tombe bien, la justice vient de mettre son nez dans les affaires de Fréjus. Est-ce que le Rassemblement national continue de garder sa confiance à l'égard de David Racheline? Marine Le Pen, dimanche, disait j'en sais rien, je vis pas à Fréjus, je travaille pas à la mairie, j'ai des rapports très lointains avec la gestion de Fréjus. Bon, je rappelle quand même qu'il est vice-président du Rassemblement national. Il y a une prise de distance. Elle lui a aussi maintenu sa confiance, si vous prenez l'ensemble des propos. Oui, j'ai bien écouté cette émission dimanche. Si. Jusqu'à preuve du contraire. Donc nous, comme l'a dit Marine Le Pen, on n'a pas de raison de douter de l'intégrité de Quand on lui demande est-ce que la gestion est exemplaire, elle répond j'en sais rien.
Oui, mais personne n'en sait rien à part David Rachin. Comment voulez-vous qu'on connaisse la gestion au quotidien de Fréjus ou n'importe quelle commune en France? Tout ça n'a pas de sens. Il y a on considère que ce sont des calomnies. D'ailleurs, David Rachin a porté plainte, contrairement à ce qui a été dit, contre celle qui prétend avoir révélé des choses. Et il y a une instruction, la justice a ouvert une enquête. Elle ira au bout, elle établira les faits, mais on n'a aucune raison de mettre en cause. de la scène nationale en attendant. Ça fait longtemps. Franchement, objectivement, ça fait un certain temps que David Rachin n'est en retrait de la vie nationale. Il se concentre à Fréjus depuis un certain temps. À la présidentielle, moi j'étais directeur de campagne adjoint. David Rachin n'avait pas souhaité avoir de fonction de premier plan dans les médias dès la présidentielle. Mais il l'a toujours dit, c'est parce qu'il souhaitait s'investir à Fréjus. Il est numéro 3 il est toujours numéro 3 dans l'organigramme. Il n'y a pas de changement. Oui, mais un parti politique, M. Cohen, il y a des porte-paroles nationaux, il y a des gens qui s'occupent des réseaux, qui s'occupent des élus. Il y a différentes fonctions. Et David Rachin, si vous prenez les 18 derniers mois depuis la législative, vous trouverez très peu. Non, mais vous verrez, avec la rigueur. Tout est normal. Je reconnais. Il n'y a pas fait d'intervention particulière depuis 18 mois dans les médias nationaux. Donc voir un changement là, je pense que c'est pas de bonne foi. Collègue au RN, Sébastien Chenu, envisageait d'interdire l'alcool après 21h30 à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'exemple ne doit pas venir d'en haut quand on apprend ces informations ? Non, mais alors le pauvre, c'est pas Sébastien, c'était moi. Alors parce que c'était pas une demande très populaire. Alors c'est pas Sébastien qui va prendre cette décision sur lui. Non, moi je vous avais proposé ça. Ça n'a pas eu une grande popularité à l'Assemblée. Parce que vous avez constaté des dérives à l'Assemblée nationale. Moi je viens de l'industrie. Si vous voulez, je considère qu'on boit pas sur le travail, quel qu'il soit. Donc l'Assemblée est un lieu de travail. Moi je pense qu'il faut pas boire à l'Assemblée nationale. On peut sortir, on peut aller dîner avec des amis si on veut. Voilà. Bon. Mais beaucoup le font de boire. Le rupture de G27. Vous venez de dire que c'était vrai. Non, ce qui était vrai, c'était la demande. Je sais pas, moi, je ne bois pas. Alors, en plus, moi, je suis un peu jugé parti parce que comme j'ai pas beaucoup d'efforts à faire, je n'aime pas l'alcool. Je bois très rarement, donc en plus, on m'a fait comprendre que c'était facile pour moi de tenir cette position, que c'était de la morale à bon compte, ce qui n'est pas totalement faux. Oui. Mais j'estime que effectivement, on pourrait aller consommer de l'alcool ailleurs. Mais je veux pas. Le vrai sujet, c'est le sujet. Moi, je viens des Hauts-de-France, qui est la région des Hauts-de-France, je suis élu de la Somme, qui est une région qui est touchée par phénomène d'isolement, phénomène de mauvaise nutrition, de mauvais accès de pratiques addictives. Et donc, au-delà, moi, je ne suis pas favorable à un mois d'abstinence. Je trouve que c'est gadget. Je pense qu'il y a une vraie crise des politiques de santé publique, la communication sur les conduites addictives, sur la sexualité. On a eu la journée de mobilisation contre le VIH. Il y a une vraie crise de la prévention sur l'ensemble des maladies sexuellement transmissibles. Donc, je pense qu'il y a une vraie politique de prévention et de santé. Moi, j'en entends depuis que je suis au lycée. J'entends qu'il faut lancer la prévention. Il y a très peu de politiques de prévention en France et en Occident. Non, moi je crois que c'est un gadget d'abstinence néo-puritain. Non, alors là je lui réponds, ça vient des États-Unis. Très néo-puritain. Oui, très néo-puritain. Il y a aussi d'autres formes d'abstinence qui sont conseillées. Moi je pense qu'il faut faire de la prévention toute l'année. Et c'est pas parce qu'on se prive un mois. Il peut même avoir des tendances inverses. C'est-à-dire croire qu'on se retient un mois et après on se lâche et c'est encore pire. C'est un symbole. Je préfère la modération toute l'année. Bon.